Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. Voici les titres du journal. Présentation du deuxième plan prioritaire ajusté et accéléré pour la relance de l'économie ce jour à Diamniadio. Le plan mise sur la production locale et entend atteindre une croissance de 5,2 dès 2021 selon le président de la République. Macky Sall n'a pas manqué de vanter les mérites de son gouvernement dans la gestion des inondations. Litige foncier à Ouakam, la SICAP et la DESCOS sont sur la sellette. Le collectif pour la défense du foncier de Ouakam dénonce ce qu'il appelle les magouilles pour les dépouiller de leurs terres. Fermeture des frontières sénégalo-guinéennes, une mesure qui suscite le doute chez les Guinéens établis à Dakar à quelques semaines de la présidentielle. Ils redoutent également les conséquences sur leur commerce. Tout de suite, le développement. Soyez les bienvenus. Le deuxième plan prioritaire ajusté et accéléré pour la relance de l'économie a été présenté lors du conseil présidentiel au Centre international de conférence Abdou Diouf à Diamniadio. Retrouver la croissance dans les plus brefs délais, c'est l'objectif prioritaire du plan. La relance de l'économie passera par la production locale et le relèvement du plateau médical, selon le président de la République qui a présidé les travaux. Babacar Seck. Le deuxième plan d'action prioritaire consacré à la relance de l'économie est le moment opportun pour retrouver la croissance. La stratégie de bloc équipe, qui est une stratégie inclusive, participative, qui associe l'État, les forces vives de la nation et les partenaires techniques et financiers. Et c'est l'objet même de nos présentes consultations dont les recommandations viendront enrichir le travail déjà fait, ainsi que toutes les administrations qui ont travaillé avec lui, puisque la croissance, ce n'est pas le ministère de l'économie qui le fait, c'est surtout les ministères de développement. Les enseignements de la crise sanitaire doivent pousser à la réarticulation de la politique économique basée sur le consommé local. D'abord, à pouvoir produire ce que nous consommons. Il est temps que cette question soit réglée, la question du consommer et du produire local. L'agriculture et l'industrie pharmaceutique doivent être des secteurs de relance prioritaires, puisqu'il est inadmissible encore que même pour des seringues, on puisse importer, pour du coton sanitaire. Une réforme de la gestion des hôpitaux est envisagée avec le relèvement du plateau technique pour mieux faire face. Donc, la question sanitaire doit être prise au sérieux. Le relèvement du plateau médical est devenu un impératif. Je dis toujours qu'il faut les réformes qui accompagnent ces efforts que nous allons faire sur le plan sanitaire. Il faut une réforme de la gestion des hôpitaux au Sénégal. Nous mettons les moyens qu'il faut, mais il faut que cette question aille en même temps que les équipements. On ne peut pas encore mettre 500 milliards pour rester dans le même système, où on ne peut même pas retracer le malade qui passe. Près de 300 participants représentant le gouvernement, le secteur privé, les partenaires au développement et les institutions ont participé à la présentation du PAP2A. Babacar Seck, la mise en œuvre de ce plan va permettre dès 2021 d'atteindre une croissance de 5,2 selon le président Sall. Par ailleurs, le chef de l'État s'est dit prêt à engager le débat à qu'il souhaiterait pour prouver que son gouvernement a fait mieux que ceux qui ont précédé en matière de lutte contre les inondations. Écoutons le président Macky Sall. Il est au micro de Babacar Seck. Nous allons donc prochainement adopter la loi sur le partenariat public-privé, tirant les leçons du passé. Et je tiens aussi à saluer l'engagement à nos côtés, là encore des partenaires bilatéraux et aussi des institutions multilatérales et pays amis qui nous font confiance et qui nous soutiennent dans nos efforts de résilience et de relance. Avec la hausse de 50% du budget de la présente campagne agricole, qui est passé entre 2019 et 2020 de 40 à 60 milliards de francs CFA, malgré la pandémie, on le savait. On a dit cette année, on va vers un hivernage pluvieux, qui a entraîné des inondations que nous avons regrettées. Mais parlant des inondations, je suis quand même à l'aise aussi pour dire les efforts qui ont été faits.
On ne peut pas faire comme si rien n'a été fait. C'est faux. Ce n'est pas parce qu'il y a des inondations, il y a eu des pluies exceptionnelles. Si vous recevez en une journée 3 mois de pluie, c'est normal qu'il y ait en tout cas un trop plein d'eau qui va se déverser dans des zones qui ne sont pas encore assainies, qui n'ont pas de plan d'assainissement et qui sont des zones basses. Moi, je dis, je suis à l'aise pour, en tout cas, engager ce débat avec qui le souhaite dans ce pays, pour dire que mon gouvernement a fait ce qu'aucun gouvernement n'a fait depuis 1960 en matière de lutte contre les inondations. D'abord, dès 2012, j'ai lancé un programme décennal qui finira en 2020. Le président de la République annonce l'exonération des taxes fiscales pour l'année 2020-2021 pour les entreprises de presse dans le cadre de la résilience. Le décret d'application du Code de la presse est prêt et sera instruit selon le président. Litige foncier à Ouakam. 3 familles se sont constituées en collectif pour la défense du foncier de Ouakam. Collectif qui dénonce, dit-il, les magouilles pour les déposséder de leurs terres. Des héritiers qui pointent du doigt la SICAP, mais surtout la DESCOS. Cette dernière est considérée comme le bras armé de la SICAP après que la justice l'ait déboutée sur ce dossier. Cheikh Omar Ndiaye, porte-parole du collectif, et au micro de Abdourahmane Di. Donc nous nous sommes regroupés ici pour faire un point de presse pour marquer notre inquiétude, notre désarroi par rapport au comportement de la SICAP et de la DESCOS. Nos stades de la SICAP vont utiliser la force par le biais de la DESCOS pour s'accaparer de ces terrains. Parce que ces terrains-là, 3807 et 3804, appartiennent à la famille Feu Abdourahmane Diène, Feu Alhaji Mankoury Diop et Feu Babacar Dramé. C'était pour l'établissement d'un centre de regroupement de forces terrestres, que ces titres-là ont été retirés et immatriculés au nom de l'État. Mais sur ces 2 terrains, il y a une partie seulement qui avait été récupérée au nom de l'État et l'autre partie était restée au nom de la famille. Et les 10 projets n'ont jamais vu le jour, donc l'État, c'est-à-dire ne peut pas appartenir à l'État. Dès l'instant que donc, le projet a été annulé, mais ce projet-là devait revenir de facto aux propriétaires de ces terrains-là. C'est avec l'arrivée du nouveau directeur de la SICAP, avec la nomination du nouveau responsable de la DESCOS, que nous avons eu des problèmes. C'est quand le responsable de la DESCOS actuel qui est venu, alors c'est lui qui nous a mis le bâton dans les roues. Et il tient coûte que coûte à nous expulser ici. Alors nous sommes déterminés, puisqu'on ne peut pas accepter que la SICAP utilise la force pour s'emparer de nos terrains. On ne peut pas accepter. Le directeur de la SICAP, Mamadou Kassé, joint au téléphone, a fait savoir qu'il n'y a pas de titre foncier de la SICAP illégal dans cette zone. Les artisans de Saly s'unissent pour la relance du tourisme. Le réseau des artisans et acteurs du tourisme de Saly prône l'unité dans l'action pour profiter au maximum du retour sur les plages. Ils mettent sur pied des stratégies pour attirer davantage de touristes. Muntagakan. Le réseau des artisans et acteurs du tourisme de Saly prône l'unité dans l'action pour mettre à profit le retour des plages. On ne peut pas réussir une relance sans l'aide de l'État. Mais nous, dans notre secteur, on s'est dit il faudrait quand même que main à main, qu'on se soutienne pour qu'on puisse faire quelque chose au niveau de la station pour que les touristes reviennent. On a les plages qui reviennent. Et sur ce, on remercie le président de la République et le ministère du Tourisme, Chalussard. Nous, qui connaissons Saly il y a quelques années, on avait dit que ça ne serait pas possible, mais nous voilà aujourd'hui, c'est possible. Les plages reviennent à Saly. Et ça, pour la relance, c'est très important. Ces artisans ont mis sur pied un ensemble d'activités pour le retour des touristes. Nous, en tant qu'artisans, pour faire revenir les touristes, c'est l'organisation qu'on est en train de faire. Et cette organisation nous pousse à faire des manifestations pour que si les touristes le voient sur les réseaux sociaux ou les télévisions, qu'ils puissent s'intéresser à notre pays pour qu'ils puissent revenir. Mais pour dire la relance aussi, comme je l'ai dit tantôt,
on attend quand même un coup de pouce de l'État pour que les touristes puissent revenir. C'est heureux de constater que les plages de Saly ont retrouvé le sable fin qui en est la magie. Le retour des touristes rendra possible ce rêve considéré comme illusoire il n'y a pas longtemps. Parlons des inondations dont les conséquences sont toujours d'actualité à Djahaï. Ainsi, pour lutter contre les gîtes larvaires, 54 maisons de l'unité 14 des parcelles assainies de Djahaï libérées des eaux ont été désinfectées par le service d'hygiène. Néanmoins, l'accès à l'unité 9 est quasi impossible à cause des eaux en cours de pompage. Reportage Babacar Sek. Des eaux verdâtres ou gîtes, toutes sortes de larves. C'est le décor à l'unité 14 des parcelles assainies de Djahaï. Dans ce quartier, les difficultés causées par les eaux sont toujours présentes. Les inondations ont causé d'énormes dégâts au niveau de notre quartier de l'unité 14. Bon, il y a des familles, des ménages coincés qui n'arrivaient pas à sortir. On a de sérieuses difficultés parce qu'il y a les enfants qui ont mal aux pieds et ainsi de suite, qui essayent même de nager et de prendre leur bain dans cette eau. Et ça, c'était dangereux. Ils sont absolument malades. Le mélange d'eau et d'ordures, là aussi, il fallait s'en attendre. Pour permettre aux populations de vivre sans risque de maladie, 54 maisons de l'unité 14 ont été désinfectées par le service de l'hygiène. Du moment qu'il y a des maisons qui étaient occupées par les eaux, nous, service d'hygiène, on peut intervenir après l'évacuation de ces eaux-là. Donc si on parvient à évacuer ces eaux-là, le service d'hygiène intervient pour faire la désinfection, la désinsectisation de ces eaux. Et également, nous avons fait la délavation. Parce que hier, le préfet du département a appelé pour une intervention au niveau de unité 14 unité 9. Cette opération de désinfection est un soulagement pour les habitants de l'unité 14. Parce que chaque jour, il nous faut acheter au moins des spirales, 5-6 spirales, pour vraiment lutter contre les moustiques. C'est pénible. Je crois que même l'action que vous venez de mener, ça va nous aider, mais de manière sporadique. Il nous faut aujourd'hui, on interpelle M. le Président de la République, il nous faut une action, pas ponctuelle, mais une action structurelle. À l'unité 9, la désinfection n'a pas pu se faire car les eaux occupent toujours les maisons où le pompage se poursuit avec les sapeurs-pompiers. En tournée dans le nord du pays, le conseil d'administration de la société Sen'Eau se réjouit de l'effort de l'État pour assurer une distribution correcte de liquides précieux dans les foyers. Par ailleurs, le dispositif de distribution de l'eau à Saint-Louis va bientôt être renforcé. Momar Alisnian et Mokhtar Sek. Veiller à une distribution d'eau potable et en quantité suffisante, tel est l'objectif de la mission conduite par le président du conseil d'administration de Sen'Eau qui vient de séjourner dans la capitale du Nord. Cette démarche innovatrice que nous avons initiée depuis un certain temps, c'est aller vers les populations avec une démarche participative, partager avec ces populations quelle est la vision que Sen'Eau est en train de développer dans notre pays. D'où son slogan, l'excellence au Sénégal et la référence en Afrique. Au-delà même de s'approvisionner en eau pour 24 heures sur H24, le président de la République veut l'accès universel à l'eau pour toutes les populations. L'usine des eaux du quartier Khor à Saint-Louis, qui malgré le poids de l'âge fonctionne normalement, va bientôt être suppléée par une autre unité. Prochainement sera érigée ici, dans l'enceinte de cette usine, une autre usine de traitement des eaux d'une capacité de 12 000 m3 d'eau, donc qui va venir pallier un tout petit peu le déficit dont vous parlez tout à l'heure. Donc je crois qu'en termes d'investissement, le Sénégal est doté d'un outil de planification qui lui permet de répondre efficacement aux besoins réels des populations. Après Saint-Louis, la délégation de Sen'Eau est attendue au niveau du lac des Guerres et à Kermont-Marsart, où elle devra visiter d'autres installations. Retour à Dakar, le programme de modernisation des villes redémarre ses travaux dans la ville de Guédiawaye après l'arrêt causé par la pandémie de Covid-19. Pour garantir la durabilité des infrastructures, les leaders communautaires ont été formés à mieux sensibiliser les populations à sauvegarder ces ouvrages. Un compte rendu de Mamadou Lamine Fati.
La formation tourne autour de la sensibilisation sur la protection de l'environnement et la sécurité routière. Objectif, un cadre de vie moderne, sain et sûr. Une initiative de Promoville, le programme de modernisation des villes. Démarrer un programme de sensibilisation qui va porter sur comment prendre en compte 3 aspects par rapport à ces aménagements. Le premier aspect, c'est l'aspect sécuritaire. L'autre aspect, c'est l'aspect environnemental. Et le tout dernier, c'est l'aspect santé. En lien avec donc les infrastructures, les aménagements mis en place par Promoville au niveau de Guédiawaye. Les activités vont se mener à plusieurs niveaux. Le premier niveau, c'est déjà d'élaborer un plan opérationnel de communication. C'est presque l'objet de la présente rencontre aussi, c'est le second objet. Identifier les référents qui sont là au niveau de la ville. Vous l'avez dit, les délégués de quartier, les Badjanougor, les responsables des groupements de promotion féminine, les responsables des ASC, entre autres, pour voir avec eux quels sont les meilleurs moyens, les meilleures actions, les meilleurs process, les meilleurs outils pour sensibiliser convenablement la population. La ville de Guédiawaye recense déjà les zones prioritaires qui doivent accueillir le programme. On est en train de réhabiliter l'axe unité 1, unité 6, les travaux sont en cours. Il y a aussi l'axe CM Canada, Marseille Boubès, qui va bientôt démarrer. Il y a aussi l'axe pharmacie Golf, Cité Nations Unies, jusqu'au donc Cambérène. Je pense que c'est des axes prioritaires que le Promoville donc va démarrer. Pour changer le visage de nos villes, au-delà de l'État, les acteurs communautaires ont un rôle important à jouer, selon le président de la cellule des délégués de quartier de Sam Notaire. Nous comptons les accompagner, surtout dans le sens de la sensibilisation et d'information. Pourquoi ? Non, parce qu'il y va de notre intérêt, parce que nous, tout ce qui touche les populations nous touche de près. Les travaux du programme de modernisation des villes, arrêtés à cause de la pandémie de Covid-19, vont redémarrer pour le bonheur des populations de Guédiawaye. La mobilité sera facilitée dans un cadre de vie moderne, sain et sûr. Et 25 enseignants spécialisés en langage des signes ont bénéficié d'une formation sur les violences basées sur le genre. C'est grâce au projet d'appui à la stratégie nationale pour l'équité et l'égalité de genre du ministère de la Femme, de la Famille et du Genre, projet financé par le gouvernement italien. Le compte-rendu de Adamassar. Cet atelier d'orientation des enseignants spécialisés en langage des signes sur la lutte contre les violences basées sur le genre arrive à son heure. Il permet aux enseignants spécialisés de mieux appréhender la problématique. Ces violences sexuelles ou ces violences psychologiques, ces violences physiques, ces choses existent. Vous comprenez? Et là, il y a toujours nos élèves, ils n'ont pas quelque part, il n'y a pas, la société ne pourra pas les comprendre pour résoudre leurs problèmes. Donc, s'il s'agit de ces choses, ils viennent, les premières personnes à contacter, ce sont des enseignants, la directrice de l'école, ainsi de suite, c'est vers nous qu'ils viennent pour nous exposer tout ce qu'ils sont en train de rencontrer. Les élèves, sourds et muets, saluent l'initiative. Elle est très contente d'être là. Durant les 2 jours de formation, on les a beaucoup appris et puis la formation est claire. On les a donc appris sur les VGB, la violence basée d'abord sur le genre. C'est très intéressant pour elles. Ouais. Donc elle va aussi peut-être de transmettre ça à ses autres pairs sourds. Ouais. L'Agence italienne pour la coopération au développement a financé la phase 2 du projet d'appui à la stratégie nationale pour l'équité et l'égalité de genre. Selon la coordonnatrice du projet, les résultats satisfaisants enregistrés dans la phase 1 année. La raison. D'ailleurs, c'est ces résultats satisfaisants qui ont donc permis aux partenaires italiens de renouveler sa confiance au ministère de la Femme et de financer une seconde phase, notamment dans la lutte contre les violences basées sur le genre, et avec le partenariat avec l'association des femmes juristes a permis de mettre en place 5 boutiques de droit qui aujourd'hui jouent un rôle important dans la prise en charge des victimes. Donc
l'utilité des boutiques n'est plus à démontrer. C'est des milliers de victimes, c'est des milliers donc, de cas qui ont été traités dans ces boutiques sur ces 5 ans, rien que sur la lutte contre les violences. Cette session de renforcement de capacité s'adresse aux enseignants et formateurs spécialisés en langage des signes. Ils sont au total 25. Ils dispensent régulièrement des cours dans les 6 écoles à Dakar destinées aux sourds et muets. Coronavirus. À présent, 26 tests sont revenus positifs sur un total de 920. Un décès enregistré hier, 8 cas graves admis en réanimation et 104 patients déclarés guéris. Les ressortissants guinéens à Dakar désapprouvent la fermeture des frontières entre le Sénégal et la Guinée, une décision qui intervient à quelques semaines de la présidentielle et sème le doute dans leurs esprits. Ces derniers déplorent la décision qui va lourdement impacter sur leur commerce. Aïssatou Diak et Cheikh Diop. Rue Sandinieri, la fermeture des frontières entre le Sénégal et la Guinée-Conakry chamboule tout le programme des ressortissants guinéens. Cette décision, qui intervient à quelques jours de la présidentielle, suscite le doute chez les Guinéens. C'est à cause des élections qu'il a fermé la frontière et en accusant que parfois certains camionneurs ils exportent là-bas en Guinée des produits matériels de guerre, des trucs comme ça. C'est des fausses accusations qu'il monte à chaque fois. Parce qu'il voit qu'à chaque fois les opposants, ses opposants à lui, il fait beaucoup de va-et-vient à Dakar. Il pense qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair pour lui qu'on fait ici à Dakar. Il pointe du doigt le président Alpha Condé, qu'il accuse de vouloir confisquer le pouvoir à tout prix. Il est élu pour un mandat de 5 ans. Il est réélu pour son deuxième et dernier mandat. Il a dirigé le pays pendant 10 ans. Donc c'était son dernier mandat. Il ne devrait pas se représenter. Il a forcé les gens, il a changé la constitution. Il veut rester un président à vie et éternellement. Ce que je peux dire, presque, je peux dire que c'est un dictateur et il va vers la dictature. La fermeture des frontières risque d'impacter le commerce des ressortissants guinéens. Vraiment, cela ne nous arrange pas. Les prix de nos produits risquent d'augmenter, surtout nous les vendeurs de fruits. Les deux pays doivent trouver un terrain d'entente afin qu'on puisse importer et exporter nos produits sans beaucoup de difficultés. Les ressortissants guinéens attribuent cette mesure à l'approche des élections. Et direction le Mali, où le président de la transition Bandao a reçu l'ambassadeur de France au Mali. L'entretien s'est déroulé en présence du vice-président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Pendant ce temps, les chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et de Yao, à la demande de leur président Nana Akufo-Addo du Ghana, peuvent à nouveau se concentrer pour discuter des zones d'ombre exceptionnelles dans la situation politique au Mali, a déclaré le président du Nigeria, Mohamed Bouhari. L'émir du Koweït, Sabah Ahmed Al-Sabah, est mort aujourd'hui selon la télévision d'État. Diplomate hors pair, pilier de la monarchie pendant quasi 6 décennies, le dirigeant était perçu comme autoritaire s'agissant des droits de l'homme dans son pays. Son successeur désigné est son frère, le prince héritier Nawal Al-Ahmad Al-Sabah. Le Mali est à l'honneur cette semaine sur ITV. Retrouvez à 21h15 Hassan Gueye qui va parler de la politique malienne en compagnie du politiste Amidou Anne en attendant la suite de la totale avec Khalifa Diakhaté. Bonsoir.